Madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin dans le sommet. Focus sur les conducteurs de taxi-moto spécialisés dans le long trajet. Ça paye gros, mais le risque est énorme. Reportage à suivre dans un instant. Devoir de mémoire dans ce 13h au Bénin. Cela fait 6 ans que l'ancien président du Bénin, le général Mathieu Kérékou, a rejoint le Père Céleste, figure de la révolution, mais aussi artisan de la démocratie. À Nati Tengou, comme partout ailleurs dans le Bénin, le général est encore dans les souvenirs. Et puis, après Filleyon 1, dans le 13e arrondissement, Plakodji dans le 5e, a été la cible de l'opération de libération des espaces publics illégalement occupés. Dans la matinée de ce lundi, le site a été libéré quelques jours après les mesures d'accompagnement prises pour soulager les occupants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Et si vous nous rejoignez, vous êtes dans le 13h au Bénin, dans le rang de ces conducteurs de taxi-moto à Nati Tengou. Nombreux sont ceux qui se sont spécialisés dans le long trajet. Ils vont dans les zones périphériques difficiles d'accès pour exercer ce métier. À l'aller comme au retour, ils rencontrent souvent d'énormes difficultés. Alors, quelles sont les localités qu'ils fréquentent et combien gagnent-ils par voyage? Quels sont les risques liés à ce type de transport? On va suivre ce reportage de Régis Hippolyte Agossou, Abdou Sahabi Drissou pour le savoir. Ils ont tous un dénominateur commun, le transport des personnes et des marchandises. Eux, ce sont les conducteurs de taxi-moto connus à Nati Tengou sous l'appellation des Zé, mais dans leur rang, nombreux sont ceux qui ont opté pour de longues distances sur demande de leurs clients. Ils offrent ainsi leur service à tous ceux qui souhaiteraient rallier les zones ou les localités très peu fréquentées par les conducteurs de véhicules en raison de l'état des routes. Je vais vers Ouassa, Kéro, Kouandé. Comme la voie n'est pas bonne, les véhicules ne vont pas là-bas. Et les clients sollicitent les gemmes pour aller là-bas. Je travaille ici dans les périphéries. Les périphéries, des fois, c'est avantageux parce que quand tu voyages, tu as plus de chances de gagner le gain de la journée. Plus actifs en mobilité hors ville, ces émigrants rallient les zones les plus enclavées pour gagner leur pain. Le transport des personnes et des marchandises de Nati Tengou Centre vers les localités des communes environnantes est adopté par ces conducteurs de taxi-moto. Ceci en raison de sa rentabilité financière. Je vais à Kwetena et c'est à 2000. Je vais à Kouandé, 3000. Je vais à Wassapienko, 5000. Des fois, je vais à Kérou, 10 000. Des fois, je vais à Tukuntuna, 1000 francs. Perma, 1000 francs. Boukoumé, 2500 comme ça. Ça fait que je me suis intéressé plus dans les périphéries. Vous voyez, je quitte ici maintenant pour Kouandé là, c'est 3000 francs que je prends. Alors si je suis à Nati Tengou, je ne peux pas le gagner. Vous voyez ici, Kouba maintenant, sur la voie de Kouarfa, c'est 5000 francs, va là-bas. Boukoumbe, 2500 au moins. Vous voyez, Tukuntuna, 1500, Tangeta, 3000. Ces différents prix varient donc d'un conducteur à un autre et ce, en fonction du kilométrage parcouru. Très peu réglementé à Nati Tengou, ce secteur d'activité n'est pas doté d'une grille tarifaire standard. Une situation qui s'explique par plusieurs raisons. Avec les immigrants, il n'y a pas un prix fixe. Ça dépend, du client qui se présente à toi. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que c'est un étranger? Parce que le prix diffère. Et le deux, est-ce que la personne a des colis à transporter? À part lui-même qui monte comme passager, est-ce qu'il y a d'autres colis? Donc nous faisons des prix en fonction de tout ça là. Ouais, un peu. Ça dépend. Si c'est par exemple un frère qui me sollicite, qui sollicite mon aide, on peut s'entendre. Il me met à la carburation et je l'amène. Pour éviter tout désagrément au cours du trajet, ces conducteurs de taxi-moto prennent un certain nombre de dispositions. Si il faut aller dans les périphéries, je dois prendre soin de ma vidange. En dehors de la vidange, si je vais, automatiquement, je peux revenir changer la vidange. C'est compte tenu de la distance que j'ai parcourue. Maintenant, je dois vérifier mes freins. Parce qu'il y a les montées et descentes, parce que l'état des voies est très dégradé. Quand tu veux voyager, il faut que ta moto soit en forme pour ne pas avoir une panne sur la voie.
Et non seulement ça, il faut être prudent. Malgré ces mesures prises en amont et en aval du trajet, cette activité n'est pas exempte de risques. Les difficultés sont énormes parce que en route, vous pouvez avoir une crevaison, vous pouvez avoir une panne et vous vous retrouvez au bon milieu de nulle part où il n'y a même pas le réseau pour contacter un frère, il n'y a pas même un réparateur. Et lorsque c'est une crevaison, il n'y a même pas un vulgarisateur. Donc vous devez traîner la moto. Imaginez un peu, vous devez traîner la moto à près de 5 à 6 km et le client derrière vous suit. Et imaginez si vous avez des colis. Donc vous traînez la moto avec ces colis-là et le passager marche, il vous suit. Vous transpirez, vous avez faim, imaginez un peu. Il y a une qui est encore plus grave que celle que je viens de citer parmi les difficultés, c'est celle des braquages. Le taxi-moto représente pour nombre de personnes la seule solution de recours en milieu où le véhicule ne peut accéder. Moyen de transport plus pratique et peu coûteux, il occupe une place prépondérante dans la cité de Nanto. Par exemple, si tu es pressé, tu peux vite prendre ton zème et vite partir là-bas. Là, tu vas aller. Les taximans peuvent te dire, je suis déjà prête à ça, ils ne sont pas d'abord prêts. Ils vont te traîner un peu là. Vaut mieux de prendre zème et vite partir. Là, tu vas aller. Et faire ce que tu as à faire. Dans l'exercice de leur métier, ces émigrants utilisent des motos d'âme très peu adaptées à l'état des voies des zones enclavées. On reste toujours à Nati Tengour. Les conducteurs de taxi-moto dans la cité des Nanto rendent des services aux populations de par le travail au quotidien. Mais comme vous pouvez l'imaginer, les réalités ne sont pas les mêmes. Sur la désignation, les couleurs varient aussi. Autant le mode opératoire est différent. Reportage à suivre. Communément appelé Zé, à Nati Tengour, comme dans plusieurs localités du département de la Takora en général, les conducteurs de taxi-moto de la cité de Nanto sont non seulement reconnus par le maillot aux couleurs nationales, mais aussi et surtout par les motos utilisées pour le travail. À Nati Tengour, c'est les motos Yanana qu'on utilise. Et les gens de Nati Tengour n'aiment pas les motos embrage, surtout Bajaj. Ils n'aiment pas les motos Bajaj, c'est les Yanana. Si on utilise Bajaj, on ne gagne pas les clients. Moi-même, je suis venu trouver comme ça. Et moi-même, j'ai pris Yanana et j'utilise. À Nati Tengour, notre couleur, c'est le drapeau du Bénin. Vert, jaune, rouge. Donc le vert est complet et le jaune est coupé en morceaux, collé derrière et l'écriture est en rouge. Mais comment devient-on de façon légale conducteur de taxi-moto à Nati Tengour? Le zème est un métier aussi comme tous les autres. Avant de commencer ça, il faut d'abord s'approcher du tête supérieur et demander des renseignements parce qu'il y a des papiers qu'il faut fournir. Je suis allé voir le président de mon association qui m'a donné une fiche que j'ai payée. Après cette fiche-là, je suis allé acheter le maillot à 2000 et je suis allé à la mairie, j'ai eu le numéro à 5000. Après ce préalable, l'individu identifié à la mairie par son numéro retourne vers son association qui devra désormais répondre de lui pour une enquête de moralité et d'éventuels conseils de bonne conduite en circulation. Quand ils viennent là, nous, le quartier où il habite, on nous pose toutes ces questions. On prend toutes les informations là sur le papier. Et ici, on prend son contact et contact d'un voisin, d'un parent, on prend ça. Avant, les sécurités le prennent et ils lui montrent le code. Un peu pour voir s'il maîtrise, on dit prends-moi. On dit prends ça, c'est interdit. Il prend, on l'amende. Maintenant on le revient, on l'amène à la raison de la manière il faut rouler sur la voie. À ce stade, l'intéressé peut signer un contrat avec un particulier qui lui laisse une moto en travail payé. En ce qui concerne le travail payé, je crois que l'individu s'entend avec le propriétaire qui peut l'acheter la moto à l'état nouveau. Là, il lui remet la moto, ils s'entendent, c'est-à-dire j'ai un contrat quoi, à durée déterminée. Peut-être les contrats vont être de 11 mois à 1 an. Donc il vous remet la moto, vous travaillez et vous lui rendez compte par jour. Ça dépend du prix que vous vous êtes fixé pour que vous finissiez votre contrat à temps. Il y a des moments où la moto se gâte
Et lorsque la moto se gâte, que vous êtes en contrat, c'est votre problème. C'est vous qui payez les frais de réparation chez le mécanicien. Le propriétaire, ce n'est pas son problème. Lui, il est assis, il attend ses 2 000 francs par jour. Mais lorsque vous démarrez une activité, aussi petite ou aussi grande qu'elle puisse être, ça dépend de ce qui vous amène dedans. Et si vous savez que vous devriez manger dedans, vous devrez vous nourrir dedans, vous devrez vous soigner dedans, vous devez vous donner. Des contrats souvent difficiles à gérer, mais qui n'empêchent pas les émigrants de s'en sortir. Moi, je suis conducteur de taxi moto. Mais tenez-vous tranquille, je ne me plains pas. Parce que j'ai le minimum. Et pour moi, lorsqu'on a le minimum, on peut dire qu'on est heureux. C'est vrai, tous les jours, ce n'est pas rose. Mais j'ai le minimum parce que je peux manger, je peux nourrir ma petite famille, je peux me soigner, je peux me vêtir. Donc j'ai le minimum. Ça ne veut pas dire que c'est bon, mais je remercie Dieu. Mais dans ce grand nombre de conducteurs de taxi-moto à Nati Tengou se trouvent des brebis galeuses. Certains manquent de franchise et d'autres d'hygiène. Il y a d'autres qui ne sont pas du tout propres. Quand il te prend, tu veux vraiment vite arriver là où tu vas et descendre. Parce qu'il n'est pas propre, il y a aussi l'odeur corporelle. Il suffit seulement qu'il respire là, tu es dégoûté. Deux personnes auront le même numéro, c'est très dangereux. Si tu prends un client par exemple, et tu disparais avec le colis du client, il vient donner le numéro. On regarde, on voit que celui qui a le vrai numéro n'est même pas concerné. Alors que celui qui a le faux numéro, lui disparaît dans la nature. Aussi dégoûtantes que soient ces attitudes de certains qui tentent de ternir l'image de la masse, la plupart des émigrants de Nati Tengou vivent dignement de leur métier. Et malgré les taxes annuelles qui les font courir ça et là en fin de chaque année, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu et deviennent, au bout d'un an ou plus, propriétaires de motos. Devoir de mémoire dans ce 13h au Bénin, je vous l'annonçais en titre. Octobre 2015, cela fait 6 ans que l'ancien président du Bénin, le général Mathieu Kérékou, a rejoint le Père Céleste. Avant de passer de vie à trépas, le général Mathieu Kérékou a su, à travers son charisme et son patriotisme, écrire son nom dans les annales de l'histoire du Bénin. Grande figure de la Révolution, mais aussi artisan de la démocratie. Les années passent, mais les Béninois n'ont encore oublié cet homme d'État aux valeurs cardinales exceptionnelles. En tout cas, à Nati Tengou, le général est encore dans les souvenirs. C'est dans ce mausolée Sizo-Katié d'Assakaté, dans le 2e arrondissement de Nati Tengou, que repose depuis 2015 le général Mathieu Kérékou, décédé le 14 octobre de la même année. 6 ans après sa disparition, en dehors de ce monument funéraire, cette statue érigée en plein cœur de la ville pour l'immortaliser est le lycée militaire de jeunes filles qui porte son nom. Les populations de la cité de Nanto, cité qu'il a vu naître, gardent encore de lui de meilleurs souvenirs. Mathieu Kérékou, c'est toute une légende. Quand on en parle, ceux qui ne l'ont pas connu le prennent pour un homme simple. Mais il a été toujours bizarre. Mais bizarre dans le bon sens. Nous qui l'avons côtoyé, ce n'est pas que nous avons son âge, mais nous l'avons connu tout petit. Quand il était en stage en France et qu'il revenait avec Kouandété, son ami, son frère, c'était un homme majestueux, naturellement. Il n'est pas vantard. Il vous surprend par sa simplicité. Il entre dans des activités vraiment très simples, juste pour divertir. Et son parler faisait rire. D'abord, pour commencer, c'est un homme d'État, un rassembleur hors pair, le général Mathieu Kérékou. Grâce à lui, aujourd'hui, je peux dire et confirmer que la démocratie marche. Parce qu'il a œuvré pour tout le Bénin en général. Et ce qu'il a pu faire pour le Bénin, ça ne s'explique pas. À l'arrivée de ce monsieur, il a tout fait pour initier et amener d'abord
la démocratie au Bénin. Voilà l'inspiration. Et d'abord, l'organisation même de la conférence nationale des forces vives du Bénin, c'est ça que je garde jusqu'à présent de lui. Père fondateur du renouveau démocratique et près de 30 ans de pouvoir à son actif, l'homme du 26 octobre 1972 a su écrire son nom dans les annales de l'histoire du Bénin à travers son charisme, son patriotisme inégalable et son sens de responsabilité absolue. Des valeurs du feu général président dont se rappellent encore les populations en ce jour anniversaire de son décès. C'était vraiment le père de la nation. C'est un papa que moi j'ai toujours respecté et vraiment, c'est un papa qui vraiment, quand il était au pouvoir, il était un homme de parole. Il était toujours juste dans ses paroles et vraiment, c'est un vrai père de la nation. 6 ans après sa disparition, je me dis d'abord que j'ai une pensée très forte pour l'homme, notre père de la nation, je dirais. C'est celui-là même dont on ne peut pas trouver les mots pour le décrire. Il disait qu'il rêvait d'une nation, il voulait une nation où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Tout ce que je dis là, ça englobe tout ce qu'il faut dire de l'homme. Son départ aujourd'hui, ça me donne à réfléchir. Parce que s'il était là, beaucoup de choses allaient changer encore davantage. Si aujourd'hui il était là, il allait aider notre chef d'État qui est là, qui a le souci, comme lui, pour le développement de ce pays. Donc il allait donner des conseils également à notre chef d'État actuel. Fort de toutes ces qualités et ces valeurs qu'incarnait le général Mathieu Kérékou, une fondation lui sera dédiée par ceux-là même qui l'ont côtoyé. Nous avons eu à penser en son temps à une fondation. Cette fondation, elle existe, elle se débat. Bientôt, nous serons à la refondation même. Et nous pensons que c'est une opportunité pour chaque Béninois de s'y retrouver pour que nous puissions nous souvenir des idéaux de cet homme exceptionnel que Dieu nous a donné dans notre pays, le Bénin, et pouvoir avancer et réaliser ce à quoi il a pensé en faisant preuve d'humilité, en faisant preuve d'un amour pour chacun et pour tous, en faisant preuve d'engagement pour l'équité. Né le 2 septembre 1933 à Kwarfa, commune de Tukuntounan, le général Caméléon accède au pouvoir le 26 octobre 1972 à la faveur d'un putsch. En 1991, sous l'ère du renouveau démocratique, il va céder le pouvoir à Nicéphore Soglo après avoir perdu l'élection présidentielle avant de le reprendre 5 ans plus tard. Après ses 2 mandats passés à la tête du pays, il se réfugie dans ses filaos jusqu'à la fin de ses jours. Eh bien voilà, on dira vive le général. Alors, en Conseil des ministres, le gouvernement a levé la décision d'interdiction d'exportation des produits vivriers au Bénin à Parakou. Cette décision de l'exécutif est bien accueillie par les acteurs du domaine de l'agriculture. Suivez les réactions. Le gouvernement a vu juste, notre grand patron a vu juste de faire la levée de l'interdiction de la sortie de ces produits. Pourquoi je dis que le gouvernement a vu juste? Et que c'est un producteur produit et il réserve déjà ce qu'il va consommer, le reste il doit le vendre. Donc, si déjà aujourd'hui c'est autorisé qu'on peut faire sortir ces produits, c'est ça une très bonne chose parce que ça va leur permettre de vendre et encore augmenter la superficie encore de la production. Et ça va leur permettre d'acheter aussi les intrants. Donc c'est juste, ce que le grand patron a fait, elle est juste. Ce que les gens sont produits cette année-là, si le président n'est pas fait une bonne idée et il amène les bonnes idées qu'il a pensées maintenant là, on ne sait pas là qu'on va mettre les produits cette année même. Mais ce qui nous reste maintenant, monsieur mon président Pacis Talon, il faut continuer. La Kadiou là aussi, c'est là que notre poids maintenant. Parce que les gens sont là maintenant, il y a les vieux qui sont vieillis,
Les enfants ne veulent pas au champ maintenant. C'est là que s'ils ont vendu un peu, ils trouvent un peu, ils paient les maïs et ils gardent et mangent avec les familles. Nous savons qu'effectivement, ce que nous produisons, ça, on ne peut pas consommer tout chez nous ici. Nous produisons des fois, les produits restent dans nos mains et ça pourrisse même. L'État en place. Nous demandons à ce que ils essaient de collaborer avec nous, les producteurs. Parce que, pourquoi je dis ça? S'il y a une collaboration ensemble, on pourra trouver une bonne porte de sortie. Pour que ça va nous arranger tous. Le dispositif mis en place par le gouvernement pour lutter contre le trafic de drogue continue de faire des prouesses après la saisie record de 2 tonnes 500 kg de cocaïne dans un entrepôt à PK10 à Épais. C'est une nouvelle saisie de 10 kg 500 g d'héroïne qui a été opérée. Une affaire dans laquelle sont impliqués des agents de police et des agents des eaux et forêts. Et pour éclairer l'opinion, le procureur spécial de la à faire un point de presse. Suivez ici ses explications avec Aïma Rodono, Banabé Messan. Le mardi 12 octobre 2021, peu après 15 heures, le sieur Touré Abdelkader a été interpellé au quartier Toklegbe, dans le 1er arrondissement de Cotonou, en compagnie de 3 autres personnes, par l'Office central de répression du trafic illicite de drogue et précurseurs au CERTID. L'intéressé est arrivé à Cotonou 1 heure plus tôt par le vol Rwandair en provenance d'Afrique du Sud et porteur d'une valise, la remettait au nommé Madouka Ouké lorsqu'il a été mis aux arrêts. La fouille de cette valise a permis d'y découvrir, caché dans les différentes parois, cet emballage d'une poudre blanchâtre d'un poids total de 10 kg 500 g. À l'analyse de cette substance, il s'est avéré qu'il s'agissait de l'héroïne. Des aveux des sieurs Touré et Madouka, ainsi que de l'exploitation des différents éléments de preuve collectés, il est apparu que ceux-ci ont bénéficié de la complicité des fonctionnaires de police et des eaux et forêts en service à l'aéroport international de Cotonou. Ces fonctionnaires, au nombre de 6, ont curieusement déserté le poste de travail à l'atterrissage du vol ce mardi 12 octobre 2021. Ils ont, par conséquent, tous été interpellés. Au total, 10 personnes impliquées dans ce trafic ont été inculpées, sachant que le destinataire final du produit, ainsi que les autres membres de ce qui apparaît comme un réseau organisé, ont été d'ores et déjà identifiés et font l'objet d'une recherche active. Cette nouvelle procédure intervient 2 semaines après la saisie record de 2 tonnes 500 kg de cocaïne dans un entrepôt aussi à Épais et pour laquelle 12 personnes, dont des membres très influents d'un cartel utilisant l'Afrique de l'Ouest comme point d'expédition de grandes quantités de drogue vers l'Europe, ont été inculpés et placés en détention provisoire. À l'ouverture de l'enquête, il est apparu que certains d'entre eux étaient recherchés par les autorités judiciaires de plusieurs pays européens. Il faut préciser que jusqu'à leur arrestation au Bénin, ces individus avaient toujours réussi à passer les mailles de la traque policière. Il est à rappeler que le 18 mai 2021, une précédente saisie de 145,5 kg de cocaïne était intervenue au port de Cotonou. Dans cette procédure, 14 individus sont poursuivis et des mandats d'arrêt ont été émis contre d'autres personnes, ce qui pèse des soupçons de participation au trafic. Au nombre de celles-ci figure le sieur Hubert Albert Bernard Gouté, qui a été récemment interpellé à l'aéroport Mohamed V de Casablanca en exécution d'un mandat d'arrêt émis par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. D'ores et déjà, une demande d'extradition a été adressée aux autorités judiciaires du Royaume
du Maroc. Ces différentes interpellations permettent de souligner l'efficacité des services en charge de la lutte contre le trafic de drogue. Ces services donnent ainsi la preuve de ce qu'ils sont de plus en plus aguerris et appliquent, sans retenue, la politique pénale du gouvernement tendant à une tolérance zéro face au trafic de stupéfiants. Je souligne pour terminer qu'au terme des articles 967 et suivants de notre code pénal, le trafic de stupéfiants est prévu et puni d'une peine d'emprisonnement de 15 ans. Je vous remercie. Et bien voilà, on va évoquer une autre lutte à présent, l'opération de libération des espaces publics illégalement occupés qui se poursuit à Cotonou après Filleyon 1 dans le 13e arrondissement. Rola-Kodji dans le 5e a été la cible de cette opération. Dans la matinée de ce lundi, le site a été libéré quelques jours après les mesures d'accompagnement prises pour soulager les occupants. Une fois encore, l'opération a été conduite par le préfet du littoral Alain Oronla, assisté des éléments de la police républicaine. Après les séances de sensibilisation de mise en demeure, place à l'action. Tôt ce lundi 18 octobre 2021, les habitants de Rola-Kodji dans le 5e arrondissement de Cotonou ont reçu une visite peu ordinaire, celle du préfet du littoral, accompagné d'engins lourds. Ce n'est pas normal que Cotonou, en 2021, soit composé de ghettos, de constructions, certes, en matériaux définitifs par endroits, mais de véritables labyrinthes, des dédales qui ne sécurisent pas la population et qui n'embellissent pas la ville. Il faut donc nettoyer l'écurie et l'instant d'une journée, ces mastodontes ont fait montre d'un appétit sans égard. Dans l'après-midi déjà, des gravats s'étendaient à perte de vue sur cet espace. Les occupants, eux, ont reçu quelques jours plus tôt des chèques de 5 millions de francs CFA par ménage, plus des fiches d'attribution de terrain aménagées en bordure de la mer dans la commune de Semekoudji. Vous avez constaté l'effet de cette procédure, c'est que le site est libéré quasiment aux 2/3. Donc ça veut dire que la planification du gouvernement du président Patrice Talon a fait ses effets. Une fois que nous avons libéré, que nous avons relogé, il n'y a pas de raison que le site prenne des vacances. Pas de vacances donc pour ce site sur lequel est destiné un projet de viabilisation. Ce n'est pas un nouveau projet. Le projet de reconstruction de ce site est un vieux projet qui a traversé les temps et les régimes, mais qui a manqué d'une volonté ferme. Aujourd'hui, c'est chose faite, c'est chose actée. On aura donc un site qui intègre le programme de restructuration et de modernisation du centre administratif et commercial de Gari. Tout un programme de réurbanisation de la cité économique de la ville phare du Bénin qui prévoit aussi l'érection des bâtiments administratifs de type nouveau, un réceptif hôtelier de grand standing et bien d'autres édifices. Au-delà de nos frontières, les Cap-Verdiens ont voté dimanche dernier pour le premier tour de la présidentielle avec 7 candidats en lice. Le scrutin s'est déroulé sur l'ensemble de l'archipel et dans plusieurs pays de la diaspora. Sur place, la mission d'observation électorale de la CEDEAO, conduite par son chef de mission, le général Salou Djibo, ancien président du Niger, a sillonné les bureaux de vote pour s'enquérir du déroulement des opérations de vote. Christian Adandédian, Elvis Tonoucoin. Jour J pour le premier tour de l'élection présidentielle au Cap-Vert. À peine ouvert tôt ce dimanche, ce bureau de vote enregistre son premier électeur. Comme dans la plupart des centres de vote de Praia, la capitale, les agents électoraux de la Commission nationale électorale ont tenu le pari de l'ouverture à l'heure des bureaux. Précautions sanitaires liées au Covid-19, plus ou moins respectées par endroits. Néanmoins, le vote se déroule sous le regard du chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO au Cap-Vert et la délégation qui l'accompagne. On a pu constater donc tous les bureaux de vote, les personnels sont tous en place et le matériel. Maintenant, il reste les votants donc, et les représentants des candidats.
Le matériel est en place, le personnel aussi est en place. Les électeurs vont se réveiller doucement, mais c'est ceux qui viendront. Dans l'après-midi, nous verrons que ça se sera amélioré. C'est dans l'après-midi que l'affluence est constatée au niveau des bureaux de vote. Des électeurs dans des files attendent leur tour. Ils sont un peu plus de 398 000 citoyens capverdiens et de la diaspora à s'inscrire sur la liste. Après 11 heures de temps électoral, les résultats provisoires seront connus la nuit du dimanche. Les tout premiers qui sortent à compte-gouttes et diffusés sur des sites spécialisés donnent déjà l'alerte de la victoire d'un camp, comme ici, dans les rues de la capitale, où les partisans du candidat de gauche José Maria Neves s'exultent. La nuit ici s'annonce longue. Du côté de la commission de la CEDEAO, la mission d'observation électorale fera sa déclaration préliminaire sur le déroulement des rues de la capitale. Et puis avant de vous quitter, les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont connus justement dans la nuit du dimanche dernier, après la fermeture du dernier bureau de vote. José Maria Neves, membre du PAICV, Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, est élu président dès le premier tour. Âgé de 61 ans, l'ancien premier ministre de la gauche historique a recueilli 51,5% des suffrages, soit une majorité absolue face à son principal rival, Carlos Veiga, candidat du MPD, Mouvement pour la démocratie, parti au pouvoir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.